bienvenue à cette dernière plénière pour les journées scientifiques de la mucoviscidose, une plénière avec des sujets très intéressants puisque l'on va parler de ces nouvelles thérapeutiques, ces modulateurs hautement efficaces et en particulier du Kaftrio. Donc l'organisation de la plénière est la suivante, c'est Pierre-Régis Burgel que vous connaissez tous, vous connaissez sûrement aussi pour la plupart d'entre vous les résultats de l'étude de suivi de cohorte nationale des patients sous Kaftrio qu'il a coordonné et donc et publié récemment, et donc il va nous représenter ces résultats. Ces traitements modulateurs hautement efficaces sont aussi hautement onéreux, et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'avoir des études médico-économiques. Et Isabelle Durieux nous parlera de la façon dont on peut utiliser les bases de données, notamment celles de l'assurance maladie, pour évaluer les bénéfices médico-économiques de ces modulateurs. Et puis cette question du coût des traitements, alors elle ne concerne pas que les molécules destinées aux patients atteints de mucoviscidose, elle va bien au-delà et vous en avez entendu parler, notamment par le biais des traitements pour l'hépatite C. Et c'est pour ça qu'il me semblait intéressant que le docteur Anne-Marie Taburet, qui est pharmacienne et présidente du CPP Île-de-France numéro 7, si je ne me trompe pas, nous parle de l'avis 135 qui a été rendu par le Conseil national consultatif d'éthique sur justement les enjeux éthiques autour du coût de ces traitements. Donc je remercie évidemment les trois orateurs et plus particulièrement Madame Taburet d'avoir accepté de participer. Donc sans plus tarder, on va commencer par la présentation de Pierre-Régis Burgel sur les résultats de la cohorte nationale du suivi des traitements des patients sous Kaftrio. Merci Philippe, merci pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mes déclarations d'intérêt, la principale, vous vous en doutez, c'est une déclaration d'intérêt avec Vertex, mais qui, je le précise, n'a pas participé du tout aux données que je vais vous montrer aujourd'hui, de l'étude nationale. Donc, très rapidement, juste pour resituer un tout petit peu le contexte, les choses sont allées très vite dans le domaine de cette trithérapie, puisque les études de phase 3 sont parues en novembre 2019. Elles concernaient, il y avait deux études qui sont parues en même temps. Cette première dans le New England Journal of Medicine, qui concernait des patients qui avaient 12 ans et plus, avec un VEMS entre 40 et 90%. Et donc, c'est les patients qui, classiquement, n'ont pas accès à un modulateur, puisqu'ils avaient une seule mutation delta F508, avec une deuxième mutation qui ne fonctionne pas, dite fonction minimale. Et quand on compare sur 24 semaines l'effet du traitement à un placebo, donc je vous rappelle le Kaftrio, 2 comprimés le matin, 1 comprimé le soir, et quand on compare l'effet du traitement au placebo, et bien en fait, ce qu'on voit, c'est ici en haut à gauche, très vite, une augmentation du VEMS d'environ 14%, qu'on ne voit pas du tout dans le groupe placebo, avec une certaine variabilité interindividuelle sur le graphique de droite ici, puisque vous voyez que c'est le pourcentage, enfin le nombre de patients plus exactement, qui sont entre chaque gain de fonction respiratoire, donc 0 à 5, 5 à 10, supérieur à 20, supérieur à 30 ici pour certains patients, dans le groupe bleu traité et dans le groupe gris placebo. Et dans le même temps, une réduction très importante des exacerbations respiratoires. Alors les exacerbations sur 24 semaines, c'est quelque chose de pas simple, mais quand on est sur toute exacerbation, vous voyez que ça diminue. Et sur les exacerbations hospitalisées ou sous antibiotiques intraveineux, ça diminue aussi, mais avec des taux d'événements qui sont très faibles dans une population d'essais cliniques sur une période courte. Le deuxième essai, qui est paru en même temps, concernait des patients, là encore, de 12 ans et plus, avec un VEMS entre 40 et 90% de la valeur théorique, donc pareil, mais cette fois-ci, c'était des delta F508 homozygotes, donc des patients qui avaient accès à une double combinaison qui est le tezacaftor, ivacaftor, et donc on comparait elexacaftor, tezacaftor, ivacaftor à la double combinaison. Le tezacaftor, ivacaftor, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est le Symkevi, qui n'est pas encore disponible en France,
mais qui a un effet qui est comparable à celui de l'Orkambi, qui lui est bien disponible. Et donc, là, on est sur un essai très très court, sur un essai sur 4 semaines. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, sur 4 semaines, vous avez ici en haut à droite la fonction respiratoire, le VEMS, qui monte d'environ 10% par rapport au contrôle, donc à la bithérapie. On sait que la bithérapie fait faire un gain d'à peu près 3-4%, donc 10% par rapport au contrôle, et ça reste stable à un mois. Et dans le même temps, on voit le test de la sueur qui s'améliore. Ici, c'est la concentration de chlorure à gauche dans la sueur qui diminue de façon considérable sous traitement. Donc des données très favorables et des données qui vont aboutir à une autorisation de mise sur le marché en Europe, puis, enfin aux États-Unis, puis en Europe. Alors, cette diapositive est un tout petit peu chargée, petite, mais ce n'est pas très grave. C'est juste pour vous dire qu'en février 2021, ont été publiés les résultats des prolongations de ces études-là en études ouvertes. Ça a été publié sous forme de lettre dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Et pour vous montrer peut-être juste une diapositive, peut-être le carré en haut à gauche, là, c'est l'évolution du VEMS entre le début de l'étude, donc ici, le groupe traité, vous voyez que ça monte de 14%, c'est ce qu'on a déjà vu, en bas, le groupe placebo, et puis au bout de 24 semaines, les gens qui sont dans le groupe placebo passent en ouvert dans le groupe traité et rejoignent l'autre groupe. Et en fait, pour tous les outcomes, c'est comme ça, qu'on soit sur des patients delta F508 homozygotes ou sur des patients delta F508 fonction minimale. Donc en fait, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on a des effets qui sont rapides, mais qui sont prolongés dans le temps. Alors, arrivons à l'ATU. C'est un programme qui a été initié en décembre 2019 avec une AMM européenne qui est intervenue plus tard, qui est intervenue en août 2020, et la commission de transparence en novembre 2020 qui a reconnu l'utilité de ce médicament avec un ASMR de niveau 2, donc une amélioration du service médical rendu de niveau 2, ce qui est très important et qui conclut que c'est un très bon médicament. L'AMM telle qu'elle est faite actuellement est pour les données, enfin pour les patients delta F508 homozygotes ou pour les patients delta F508 fonction minimale. L'ATU est aussi pour ça, mais il y a un certain nombre de patients qui avaient une seule mutation delta F508 et une deuxième mutation non fonction minimale qui ont pu rentrer dedans. Cette ATU s'intéressait aux patients, elle s'adressait aux patients sévères avec un VMS à moins de 40% et ou une évolution vers la greffe pulmonaire. Elle est toujours ouverte actuellement et on est à environ 430 patients inclus. Selon la commission de transparence, on est à 3032 patients éligibles à l'AMM actuelle. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 2600 patients qui ne sont pas traités actuellement alors qu'ils pourraient être traités si le médicament était commercialisé. Les inclusions dans cette ATU sont toujours en cours et nous colligeons toujours les données. Je vais passer très rapidement là-dessus, c'est le réseau des descentes de mucoviscidose que vous connaissez tous. Et pour dire que cette étude était une étude avec un design simple qui était dérivé de l'étude nationale Orkambi. C'est une étude observationnelle coordonnée par le groupe Nouvelles Thérapeutiques de la Société française de la muco. Et globalement, on avait des visites à l'initiation du traitement, à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, en sachant que tout ça, c'est des visites qui sont indicatives. On sait bien qu'il faut revoir les patients de façon précoce après un début de traitement et qu'après, une fréquence de 3 mois est recommandée habituellement pour les consultations dans les CRCL. Et puis, on a un bilan biologique annuel au début du traitement et au bout d'1 an. Et puis sinon, on a des bilans biologiques de surveillance qui sont à 1 mois, 3 mois, 6 mois, qui sont des bilans pour les CPK et pour le bilan hépatique. La spirométrie à chaque consultation. Et puis après, on sait bien qu'on fait tout un tas de tests dans les CRCM. Ces tests sont non obligatoires, mais s'ils sont disponibles, on a prévu de les récupérer. Tests de la sueur, scanner thoracique, sinusien, les questionnaires d'anxiété-dépression, l'indice de clairance pulmonaire pour ceux qui en font, la plethysmographie, etc.
Très rapidement, la dynamique des inclusions, en ordonnée le nombre de patients, en abscisse les mois, une étude qui commence en décembre 2019. Et vous voyez que la majorité des inclusions se fait entre février et avril avec à peu près 60 malades par mois. Et depuis, on a une vingtaine de malades par mois, ce qui reste à peu près stable sur les derniers mois. On a souhaité faire une exploitation initiale des données précoces de cette étude pour deux raisons. La première, c'est qu'on sait que le traitement marche vite. Ça, c'est ce qu'il y a déjà de connu à partir des essais cliniques. La deuxième, c'est qu'on voulait produire ces données de façon rapide, de façon à accélérer la commercialisation en France. Ces données ont donc été extraites à partir de la base de données de septembre 2020, c'est-à-dire il y a maintenant 6 mois. Et on était à l'époque sur 245 patients qui étaient suivis pour une médiane d'environ 3 mois. Sur ces 245 patients, 186 n'étaient pas traités par un modulateur au début du traitement, par la trithérapie. 59 étaient traités par un modulateur. Dans 55 cas, c'était de l'Orkambi. Une population principalement adulte, vous voyez une médiane à 31 ans, des quartiles à 24 et 38 ans, avec une explication à ça qui est très claire, c'est qu'en fait, il n'y a que 17 adolescents dans cette étude, du fait des critères de sévérité qui ont été mis vers la TU. Et on sait qu'avec le temps, la sévérité des patients s'est décalée vers les secteurs adultes, qu'il y a des adolescents qui sont avec des maladies sévères, mais il y en a moins qu'avant, ce qui est une bonne nouvelle. Un VEMS qui, vous voyez, est très bas, 29% en médiane, des quartiles à 24 et 34%, ça veut dire que vous avez 25% des patients qui ont moins de 24% de VEMS. Donc, une fonction respiratoire très altérée chez ces patients, pas du tout ce qu'on avait dans les essais cliniques. Des caractéristiques, sinon, qui sont assez classiques. On a 40% de diabétiques, ce qui est quand même beaucoup, 5% de cirrhotiques, des nombres de cures d'antibiotiques qui sont importants, 43 jours d'antibiothérapie en médiane dans l'année précédente, des jours d'hospitalisation assez importants aussi, et puis une proportion importante de patients qui étaient soit sous oxygène, soit sous ventilation non invasive, soit avec une nutrition entérale, et un certain nombre de patients qui étaient soit directement sur liste de transplantation, soit qui étaient dans un cheminement vers la transplantation avec une inscription sur liste qui était envisagée dans les 3 mois précédents. Première chose, la tolérance du traitement. On sait que les patients sévères ont souvent été exclus des essais cliniques du fait de problèmes de tolérance. On avait vu ça très bien avec l'Orkambi, où on avait jusqu'à 28% des patients qui arrêtaient le traitement dans les groupes qui avaient moins de 40% de VEMS du fait d'effets secondaires respiratoires. Qu'en est-il pour la trithérapie? Eh bien, première information, aucun arrêt définitif du traitement dans la cohorte sur ces 245 patients. Néanmoins, quelques effets indésirables, des rages cutanées qui étaient déjà décrits dans les essais cliniques, localisés pour 7% des patients, diffus pour 4% des patients, je vais vous en montrer sur la diapositive d'après, des céphalées qui étaient connues aussi, et puis des troubles gastro-intestinaux, des myalgies, tout ça dont on ne sait pas bien si c'est directement lié au traitement ou pas, puisqu'on n'est pas dans un essai clinique. Les surveillances hépatiques sont plutôt rassurantes, peu de patients qui ont monté leur transaminase, une bilirubine qui peut monter, ce n'est pas un vrai effet secondaire, c'est des manifestations enzymatiques, on pourra en discuter si vous voulez, chez 5% des patients, et puis des rhabdomyolyses avec des CPK qui peuvent monter, parfois qui peuvent monter beaucoup. On a des patients qui sont montés jusqu'à 11 fois la normale, sans manifestation clinique et sans nécessité d'arrêter le traitement, avec des élévations qui sont très transitoires. Alors voilà ce qu'on appelle les rages cutanées. Donc ici, vous avez un patient qui a commencé le traitement il y a 8 jours et il nous envoie par mail cette photographie en disant « j'ai des boutons qui sont apparus sur le torse, sur les membres, ça me gratte hein. ». Et on dit « bon, c'est une éruption, elle est pas très inquiétante comme ça ». Et on dit « claritine », donc loratadine, un comprimé par jour, et dexérine.
Et le patient fait ça, il commence le traitement, et puis il continue sa trithérapie. Et 48 heures après, il nous renvoie ces photos-là en disant je suis tout rouge, je me gratte de partout, ça va pas. Et donc, on monte la loratadine à 4 comprimés par jour, on maintient le Dexeril, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Amélioration en 72 heures, normalisation complète en 8 jours. Je précise qu'il n'y avait aucun signe de gravité, qu'il n'y avait pas de décollement cutané, qu'il n'y avait pas d'atteinte muqueuse et qu'il n'y avait pas non plus d'anomalie biologique inquiétante. Effet positif cette fois-ci, puisque avant on était sur les effets indésirables, sur la fonction respiratoire et sur le poids. On a deux groupes. On a un groupe qui est traité par modulateur, un groupe qui n'est pas traité par modulateur au début de l'étude. Et donc, on les a différenciés. Et puis, on avait pour chaque groupe la fonction respiratoire, le VEMS ici, à l'initiation, à 1 mois, à 3 mois. Le problème de ça, c'est que vous voyez qu'à 1 mois et 3 mois, on a un certain nombre de données manquantes et on a été impacté par l'épidémie de Covid qui faisait que les patients ne venaient plus dans les CRCM faire des spirométries pour un certain nombre d'entre eux, et donc on n'avait pas de données. Et derrière, compte tenu des données d'essais cliniques qui montrent que le VEMS monte en une quinzaine de jours et qu'ensuite il est stable, on s'est autorisé à pouler les données à 1 mois et 3 mois. Et là, on n'a quasiment plus de données manquantes quand on fait ça. Et ça permet de dire une augmentation médiane de 13% dans un groupe, de 14% dans l'autre groupe, sans différence significative entre les deux. Pour ce qui est du poids, même approche, augmentation de 4 kg, donc en environ 3 mois, et de 3 kg dans le groupe qui était déjà sous modulateur, avec une différence qui là est significative. On peut voir les choses différemment. Il y a des esprits chagrins qui ont écrit à l'American Journal pour dire qu'il y avait une variabilité très importante des réponses au traitement et que présenter une réponse médiane, ça n'avait pas de sens. Donc, on leur a montré la distribution de l'augmentation du VEMS. À gauche, c'est la distribution de l'augmentation du VEMS dans la cohorte nationale Orkambi, avec en haut ici les patients de moins de 40% de VEMS qui correspondent en fait aux mêmes patients que ceux de l'ATU. Là, c'était sur 76 patients. Ici, vous avez la différence entre le VEMS initial et le VEMS à 1 an, mais on aurait fait ça à 3 mois, ça aurait été pareil. Ici, c'est le 0. Donc, vers la droite, on s'améliore, vers la gauche, on s'aggrave. Et vous voyez qu'il y a pas mal de patients qui s'aggravent, quelques-uns qui s'améliorent, mais que si on regarde les patients de moins de 40% de VEMS, il y en a 22% qui prenaient 5% de VEMS et 7% qui prenaient plus de 10% de VEMS. Si on fait la même chose sur les 232 patients de l'ATU, la barre de 0 est ici et on monte jusqu'à 60% de gain de VEMS ici, la majorité des malades étant plutôt entre 5-10% et 30%. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 5%, enfin, qu'il y a 91% pardon, des patients qui montent de plus de 5% et 69% des patients qui montent de plus de 10%. Donc, une augmentation très importante. Très peu de patients qui n'améliorent pas leur VEMS. Et ne pas améliorer son VEMS, ça ne veut pas strictement dire qu'on n'a pas de gain d'un traitement. On peut en discuter ultérieurement. D'autres éléments importants, une baisse d'un certain nombre de traitements, une diminution d'environ 50% du pourcentage de patients sous oxygénothérapie de longue durée, d'environ 30% des patients sous ventilation non invasive et d'environ 50% des patients sous nutrition entérale. Pour ce qui est de la transplantation, à l'initiation, sur les 245 patients, 192 n'étaient pas en discussion de transplantation, 37 étaient en discussion d'inscription sur liste et 16 étaient déjà inscrits sur liste. Ça faisait 21% des patients qui étaient dans une démarche de transplantation, 53 patients. En septembre, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve un patient qui a été adressé pour transplantation alors qu'il ne l'était pas au départ, 4 patients qui sont toujours sur liste de transplantation,
2 qui ont été transplantés et, un patient qui est, si j'arrive à retrouver, qui est décédé alors qu'il était en contre-indication à la transplantation. Ça nous fait 2% des patients encore dans un trajet de transplantation. La raison de ça, c'est qu'il y a 11 patients sur les 16 qui étaient sur liste de transplantation, qui ont été retirés de liste de transplantation. Est-ce que ça a un effet durable dans le temps? On verra. Si on prend les chiffres de greffe pulmonaire en France en 2018, 2019, 2020, toute indication confondue, bon, c'est les chiffres de l'Agence de la biomédecine qui nous ont été gentiment compilés par le docteur Camille Leget. On voit que le nombre de transplantations pulmonaires en 2020 a diminué d'environ 25%, probablement un effet de la pandémie de Covid, mais avec des variations importantes selon les indications qui sont listées ici, et une diminution pour la mucoviscidose qui est de 56,5%, ce qui tend à penser que pour la mucoviscidose, il n'y a pas uniquement les effets du Covid, il y a aussi les effets de réduction de la transplantation liés à la trithérapie. Dans le même temps, le nombre de patients qui sont décédés sans transplantation a plutôt diminué qu'augmenté. Un effet qui est probablement par ailleurs sous-estimé, puisque quand on regarde les patients qui avaient une mutation delta F508, parmi ceux qui ont eu une transplantation, c'était presque 1 sur 2, alors qu'il n'y avait que 2 patients sur 33 qui avaient reçu, enfin 2 patients sur 16, pardon, qui avaient reçu une trithérapie avant la greffe, et 10 patients sur 16 qui étaient décédés sans transplantation étaient éligibles, un seul avait reçu la trithérapie. Donc si tous les patients avaient pu recevoir la trithérapie, probablement les effets seraient encore supérieurs. Dans le même temps de cette étude, l'association Vaincre la mucoviscidose a répondu à un appel de la commission de transparence pour récupérer des évaluations des patients et pas uniquement des docteurs. Et nous avons compilé ces évaluations avec l'aide de l'association pour montrer que les patients rapidement avaient une toux qui diminuait, voire qui disparaissait, avaient une expectoration qui diminuait, voire qui disparaissait pour un grand nombre d'entre eux, avaient une diminution de l'essoufflement, avaient une diminution des exacerbations, une augmentation de l'appétit, une amélioration de la qualité de sommeil, une amélioration de l'estime physique auto-évaluée. Par contre, il y avait une chose qui ne bougeait pas beaucoup, c'était les symptômes digestifs, où on a l'impression que ça n'améliore pas les inconforts digestifs chez les patients. En termes de traitement, sur une centaine de patients qui avaient répondu, le temps de traitement pour une grande majorité des patients ici de l'ordre de 80%, en particulier pour la kinésithérapie, qui était diminuée, voire arrêtée chez certains patients, et les hospitalisations, les cures d'antibiotiques devenaient peu fréquentes, et les patients disaient que le contrôle du diabète s'améliorait, mais ça reste à confirmer. Qu'est-ce que ça faisait? Il y avait du texte libre qui a été interprété avec des techniques d'analyse de texte libre qui sont utilisées en psychologie. Et on voyait que chez les patients, avant le début du traitement, on était chez des patients qui avaient une pathologie sévère, avec souvent une dépression, un impact majeur de la maladie, et que derrière, rapidement après le début du traitement, il y avait une amélioration physique, mais aussi une amélioration psychologique, sociale, avec des interactions sociales qui étaient différentes, plus de plaisir et des nouvelles perspectives personnelles et professionnelles. Voilà un nuage de mots, des principaux mots employés par les patients. Plus les mots sont gros, plus ils ont été employés. Je vous laisse regarder tranquillement. Si on conclut, chez les patients sévères, chez qui on a initié le Kaftrio, les données initiales sur une médiane de 3 mois montrent une bonne tolérance du traitement, un gain de VEMS en moyenne de 15%, en médiane de 13-14%, c'est à peu près pareil.
une prise de poids de 3 à 4 kg, une amélioration des échanges gazeux avec une diminution des besoins en oxygène, en ventilation, des sorties de liste de grève, des non-inscriptions sur liste de grève. Plein de questions en suspens, les exacerbations, probablement ça diminue, même on en est convaincu, mais sur 3 mois, ça nous semblait trop court pour évaluer ça. Les autres traitements, là, on a évalué que l'oxygène, la ventilation, la nutrition entérale, mais il y a sans doute une diminution des autres traitements. Les effets à plus longue durée, en particulier sur l'indication de greffe, et on travaille actuellement avec Martine Reynaud-Gobert sur ces patients-là. Les grossesses sous modulateur, et Kitri Reynaud va s'occuper de ce sujet. Et puis, dans l'avis de la commission de transparence, il est demandé explicitement qu'il y ait une étude sur les effets à long terme, au moins 1 an, sur l'ensemble des patients qui seront traités en France, c'est-à-dire les 3032 patients, avec des critères qui reprennent exactement les critères de l'étude qu'on avait mis en place pour la TU. La commercialisation devrait intervenir prochainement, on n'a pas de date, on ne sait pas quand. L'étude se poursuit, et donc elle va se poursuivre aussi à la fin de la TU, aux 3232 patients éligibles. Les comités d'éthique observationnelle ont donné leur accord. On a des financements académiques, associatifs et probablement à terme industriels. Une aide de recueil des données dans les centres est en train d'être mise en place. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué de se déplacer dans les centres avec la pandémie. Et on est en train de travailler au financement d'ARC et à l'aide que peut nous apporter l'association Vaincre la mucoviscidose via la PNRC. Un enjeu majeur pour notre communauté de démonstration de l'efficacité en conditions réelles d'utilisation pour justifier des coûts de traitement importants et un suivi de la tolérance des traitements. Juste très rapidement, le 25 mars 2021, donc il y a très peu de temps, le CHMP qui conseille l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, pour les AMM, a suggéré de changer le libellé d'AMM pour qu'on étende l'AMM à tous les patients qui ont au moins une mutation delta F508, quelle que soit la deuxième mutation. Et donc, ça devrait intervenir probablement dans les semaines ou les mois qui viennent. Des remerciements à plein de gens, tous les CRCM, les patients, les parents, les financements, Vaincre la muco, la Société française de la muco, le LEC Pascal Bonnet, la Fondation Sauver la vie, la filière muco-CFTR, ça a l'air de rien, mais c'est une grosse organisation, ça coûte cher, toutes ces études. Des remerciements spéciaux à notre statisticien Jean-Louis Paillasseur, à Clémence Martin, qui a beaucoup aidé, à Jennifer Da Silva, pour tout ce qui est data management, interaction avec les centres, et beaucoup d'entre vous la connaissent sans doute, à l'équipe du registre français de la muco, Lydie Lemonnier, Clémence de Hilotte, et à l'équipe scientifique de Vaincre la muco, Paola de Carli, Anna Renayette, pour les verbatims des patients. Je vous remercie de votre attention.